terrain de sport africain. Score, résultats, performances, analyse, débat, commentaires. Toutes les émotions du sport. Zone mixte. Zone mixte. Zone mixte. Tout le sport d'Afrique et d'ailleurs. Très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de Zone Mixte sur les ondes de Radio Ifriqiya FM, une émission qui intègre la nouvelle grille que nous allons développer toute l'actualité africaine sportive, décryptage, débat, échange. Et pour m'accompagner tout au long de cette saison, je serai accompagné et je suis accompagné de Amel Bouaza, journaliste à la rédaction Ifriqiya FM. Bonjour Amel. Bonjour Fouzi Mrouad, bonjour chers auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM. Ravi de t'accompagner Fouzi pour cette belle aventure sportive. On va partager ensemble des moments intenses à travers les compétitions africaines, tout sport confondu. Il y en aura pour tous les goûts et pour les passionnés du football africain et du sport africain en général. Pas que le football, il n'y a pas que le football dans la vie, tout le sport africain avec toutes ses émotions. Et pour cette grande première, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui en direct de Bamako, Mohamed Soumaré, journaliste sportif. Bonjour Mohamed Soumaré. Bonjour Merad et bonjour à tous les auditeurs. Et bonjour à toute l'Algérie aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette grande première. Donc nous allons rapidement décliner le programme de cette émission. Nous allons parler bien sûr actualité sportive de la semaine passée, une thématique à développer avec Amel Bouaza et bien sûr Mohamed Soumaré autour du football et des championnats africains locaux. Nous allons avoir un focus sur une compétition, une discipline, un athlète dans chaque numéro, dans chaque émission. Et cette fois-ci, nous allons parler basket et spécialement de l'équipe d'Al Ahly libyen. Un mot sur la presse africaine sportive et pour conclure, les dates à retenir pour la semaine à venir. Tout de suite, le fil sportif. Le fil sportif. Et pour commencer ce fil sportif, nous allons parler football et compétitions africaines des clubs. Le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions vient tout juste de s'achever. Place désormais au deuxième round. Les matchs allés sont programmés du 17 au 19 octobre avant les retours une semaine plus tard du 24 au 26. Parmi les affiches à retenir, le duel entre l'Aigle Noir du Burundi, le géant égyptien d'Al Ahly, recordman, rappelons-le, de la compétition avec 11 titres. On suivra également le derby nord-africain entre l'US Monastirienne et la JS Kabylie. Toujours prometteur les derbies en Afrique du Nord. Autre choc attendu, les Remo Stars du Nigeria face aux Mamelodi Sundowns, mastodonte sud-africain, annoncé parmi les grands favoris. Et c'est pas tout, Fouzi Mrouad, on aura encore en Afrique de l'Ouest le Stade Malien qui va défier le FC Nouadhibou de Mauritanie. C'est un derby régional de haute intensité. Et on aura enfin l'Espérance de Tunis, double lauréat de l'épreuve, qui va affronter les Burkinabés de Rahimo FC. Et puis Fouzi, on aura également la Coupe de la CAF. Donc vraiment, c'est un programme chargé au grand bonheur des passionnés de ballon rond. Donc en Coupe de la CAF, le même calendrier avec là aussi des confrontations relevées. On a le club algérien, l'USM Alger, qui sera opposé à l'Afad Djekanou de Côte d'Ivoire. Autre club algérien en lice, le CR Belouizdad, qui croisera la route du Hafia FC de Guinée. Le Djoliba AC du Mali disputera un derby ouest-africain contre l'USFA du Burkina Faso. Et l'on retrouvera un grand classique, le Zamalek d'Égypte face au Dekedaa FC de Somalie. Et Fouzi, a aussi les barrages de la Coupe intercontinentale, n'est-ce pas?
En retour sur les barrages de la Coupe intercontinentale et la belle performance du club égyptien du Pyramide FC, champion d'Afrique en titre, première fois sacré, en l'occurrence en Ligue des champions africaine, qui se qualifie pour la Challenger Cup. Donc en déplacement en Arabie Saoudite, les Kérotes se sont imposés face à la formation d'El Ahly FC de Jeddah sur le score de 3-1 dans le cadre du second tour des barrages de la Coupe intercontinentale de la FIFA nouvelle version. En cas de nouveau succès des Égyptiens le 13 décembre prochain, soit contre le club mexicain Cruz Azul, où les champions de la CONMEBOL, ils s'offriront un choc XXL contre le champion d'Afrique, le champion d'Europe, pardon, programmé 4 jours plus tard. Mohamed Soumaré, journaliste sportif malien, est en direct avec nous pour nous accompagner dans cette grande première de zone mixte. Mohamed Soumaré, une petite réaction sur cette performance du FC Pyramide, première fois sacré champion d'Afrique, et là ils poursuivent leur chemin vers peut-être être champion du monde. Oui, là je dis que ce n'est pas étonnant au vu des performances du club. C'est vrai que c'est un club récent qui ne fait pas partie des clubs historiques au niveau égyptien et au niveau africain, mais c'est un club qui a été bâti de toutes pièces avec toutes les commodités modernes, qui s'est imposé sur la scène africaine et voilà, qui poursuit son aventure aussi sur la scène mondiale avec la Coupe intercontinentale et avec son attaquant de feu qu'ils ont recruté il y a quelques années à partir de la Tanzanie. Il s'agit du Congolais Fiston Mayele, et Fiston Mayele qui constitue à 80% de l'attaque de Pyramide FC. Est-ce qu'on pourra y revenir dans de prochaines émissions en attendant de suivre leur parcours plus spécialement? Mais est-ce que aussi on peut dire que la performance des Égyptiens est un peu due aussi à leur, on va dire, côté challenger? Ils jouent pas forcément, ils n'ont rien à perdre dans cette compétition en fait. Oui, c'est vrai que pour une première participation à ce niveau, là, ils viennent en challenger et c'est vrai que bon, dans le football moderne, personne ne prend son adversaire de haut, mais il n'est pas sûr que les adversaires de Pyramide les voyaient venir. Maintenant, ils profitent de cette situation, ils jouent sans pression et ça les aide à se hisser et à aller de l'avant. Exactement, 2 matchs disputés, 6 buts inscrits et 1 but encaissé. On continue avec un mot sur les sélections de jeunes, ML. Oui, donc toujours dans le football et cette fois-ci pour les jeunes catégories, on a la Coupe du Monde des U20 qui bat son plein au Chili depuis le 27 septembre dernier. Parmi les 24 nations participantes, le continent africain y est représenté par 4 équipes, à savoir celles du Nigeria, de l'Égypte, du Maroc et de l'Afrique du Sud. On rappelle juste que le Ghana reste le seul vainqueur africain sacré en 2009 et le Nigeria détient le record des finales disputées avec 2 deuxièmes places en 89 et en 2005. Dans l'actu football également, la CAN 2025 approche à grands pas. Les sélections africaines s'affairent à trouver des sparring partners à l'instar du Nigeria qui va disputer 2 matchs amicaux aux États-Unis, a annoncé la Fédération nigériane de football. Les Super Eagles d'Eric Schell doivent affronter 2 nations sud-américaines, en l'occurrence le Venezuela le 14 novembre, puis la Colombie 4 jours plus tard, soit un peu plus d'1 mois avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Mohamed Soumaré, pour le Malien que vous êtes, Eric Schell, sélectionneur depuis quelques mois à la tête des Super Eagles, est-ce qu'il peut redresser, pour ne pas dire redorer le blason du Nigeria? Oui, c'est vrai que Eric Schell, c'est un de nos compatriotes. Il est parti dans un environnement qui est assez compliqué et c'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes autour de la sélection nigériane. Et il n'a pas été aussi bien accueilli, il faut le dire, parce que là, les anciens internationaux nigérians voyaient d'un mauvais œil le recrutement d'un entraîneur étranger à la place d'un national, ce qui ne lui a pas du tout facilité la tâche. Mais il fait ce qu'il peut. Je pense que vous avez vu au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde, avec ce retrait de points de l'Afrique du Sud, le Nigeria peut encore espérer être parmi les 2 premiers de la poule pour la qualification à la Coupe du Monde. Et tout ce qu'on souhaitera à Schell, c'est qu'il aille de l'avant avec les Super Eagles
et à moins qu'ils ne rencontrent le Mali. Ce qu'on souhaiterait pour un beau derby de football africain. Dans l'actualité football encore. Oui. Et justement, les différentes équipes continuent leur préparation en vue des échéances à venir. On a la Fédération algérienne de football qui est en passe d'officialiser un accord avec son homologue saoudien pour organiser un match amical entre l'Algérie et l'Arabie saoudite en novembre durant la fenêtre FIFA. Pour une deuxième rencontre amicale pour les Verts est également en cours de programmation et la FAF a trouvé un accord avec la Fédération égyptienne pour programmer un match amical entre l'équipe nationale locale et son homologue d'Égypte au mois de novembre au Caire dans le cadre des préparatifs pour la Coupe arabe prévue à partir du 1er décembre. On passe au Sénégal, on a Abdoulaye Fall qui a été officiellement installé le 25 septembre dernier comme 20e président de la Fédération sénégalaise de football au stade Léopold Sédar Senghor par la ministre des Sports Kadidienne Gaye, élu le 2 août pour un mandat de 4 ans. L'inspecteur du Trésor et président de l'AS Bombay prend ses fonctions dans un contexte marqué, il faut le dire, par un contentieux électoral toujours pendant devant le tribunal arbitral du sport. On sort un petit peu du football Fouzi pour passer à une autre discipline tout autant intéressante, le cyclisme et les championnats du monde sur route, justement qui resteront dans l'histoire puisque cette fois-ci et pour la première fois, l'événement s'est tenu en Afrique et plus précisément à Kigali, au Rwanda, entre le 21 et le 28 septembre. Une globale organisation saluée et un parcours final dantesque de l'épreuve masculine, considéré comme l'un des plus durs jamais proposés, avec seulement 29 coureurs à l'arrivée sur 165 partants après 267 kilomètres de course. Et côté africain, les performances sont restées timides, il faut le souligner. Seul l'Érythréen Emmanuel Gebre Xabier a franchi la ligne d'arrivée à plus de 12 minutes du vainqueur. Mais au-delà des résultats, le symbole est fort. N'est-ce pas Fouzi? C'est l'Afrique qui a démontré qu'elle pouvait accueillir et mettre en valeur un rendez-vous mondial de cette envergure. Pour la deuxième année consécutive, l'ogre slovène Tadej Pogačar a remporté la course en ligne et il confirme ainsi son statut de patron du peloton mondial, Fouzi. Tadej Pogačar toujours plus fort, toujours plus haut. Et au lendemain de ces championnats, au dernier classement mondial UCI, l'Érythrée 20e reste la première nation africaine. L'Afrique du Sud est 31e, suivi de l'Algérie 34e, devant Maurice. Et en marge de ces championnats, le président de la Fédération algérienne de cyclisme, Khaireddine Barbari, a été élu au comité directeur de l'UCI à Kigali avec 26 voix contre 18 pour le Marocain Mohamed Ben El Mahi. En tant que représentant africain, il siégera au bureau exécutif pour le mandat olympique en cours. Ce poste lui donne une voix sur les décisions clés du cyclisme mondial, notamment l'organisation des compétitions, l'accès au programme de développement et le renforcement du cyclisme en Afrique. Autre discipline, Amel, le triathlon. Oui, autre discipline et autre événement qui a marqué la dernière semaine du mois de septembre, donc le championnat d'Afrique de triathlon. Il s'est déroulé dans la ville égyptienne d'El Gelela du 25 au 27. Il se poursuit toujours pour le duathlon d'ailleurs. La moisson historique a été remportée par l'Algérie. Une moisson historique avec 8 médailles, dont 3 en or. 7 médailles pour les catégories des U23 avec 2 en or et plusieurs podiums dans la catégorie élite. L'Algérie a frappé un grand coup avec la médaille d'argent et des révélations lors de cette compétition. On parlera notamment du jeune athlète Adel Rabir qui a décroché le bronze. Les résultats sont le fruit d'un long processus de formation, de détection et d'accompagnement des jeunes talents. Selon un responsable technique de la délégation algérienne, les équipes se préparent à présent aux Jeux panafricains et aux Jeux africains pour 2026. Fouzi. Basketball à présent, la Fédération internationale de basket a désigné la Tunisie pour accueillir la première fenêtre africaine des qualifications à la Coupe du Monde 2027 au Qatar du 27 au 30 novembre prochain. 16 sélections africaines participent aux éliminatoires réparties en 4 groupes de 4 équipes. Les 3 premiers de chaque groupe accéderont à la phase suivante avec l'objectif de décrocher une place
pour le mondial. De la balle orange à l'Ovalie ML. Et oui, le tirage au sort des 6 poules de la Coupe du Monde masculine de rugby 2027 en Australie aura lieu le 3 décembre prochain au pays des Wannabes. Annonce faite par la World Rugby, l'édition australienne qui réunira pour la première fois 24 équipes verra la participation de plusieurs sélections africaines. On aura l'Afrique du Sud, double championne du monde en titre et actuellement en tête du classement mondial et qui fait partie des grandes favorites. À ses côtés, la Namibie est encore en lice pour décrocher son billet lors du tournoi de repêchage prévu en novembre à Dubaï. Et autre fait marquant, le Zimbabwe qui signe son retour sur la scène mondiale avec une qualification historique, la première depuis 1991. Et on va terminer ce fil actu avec une information plus triste et douloureuse pour la Guinée qui pleure l'un de ses jeunes talents, le gardien de but Abdoulaye Kamara, formé à Sohar Academy et passé par la Flamme Olympique ainsi que le FC Renaissance, a perdu et décédé le 30 septembre à la suite d'un accident tragique de la circulation. Dans un message de compassion, l'instance dirigeante du football guinéen a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille du joueur ainsi qu'à l'ensemble de la grande famille du football guinéen. Donc une triste nouvelle et une perte pour le football guinéen et le football africain en général, Fouzi. Triste nouvelle, Mohamed Soumari. On se rappelle du malheureux accident du joueur de Liverpool. Encore un accident de la route qui prive le football de l'un de ses talents, et particulièrement africain cette fois-ci. Effectivement, et là, c'est dur de voir qu'un joueur à la fleur de l'âge nous quitte comme cela, des suites d'un accident de la circulation. Et on va prier pour le repos de son âme. Au Mali aussi, on a connu de telles tragédies. Le 21 octobre 1996, Sori Ibrahim Touré, qui avait joué la CAN 94 avec le Mali, joueur du stade malien de Bamako. Et alors qu'il sortait du stade Mamadou Konaté, il est happé par un train et là, il perd la vie. Et malheureusement, la liste est longue et on va prier pour le repos de l'âme de tous ces disparus qui nous ont quittés en pleine carrière. Toutes nos condoléances à sa famille, et nous abordons la thématique de notre émission. La zone en parle. Dans la zone en parle, on va parler football et championnats locaux d'Afrique. Nous sommes en début de saison footballistique. Quel est le réel niveau de nos championnats? Quel engouement suscite-t-il? Quel est leur intérêt sportif? Oui, Fouzi, donc c'est un sujet qui revient à chaque fois. Donc la place des championnats locaux africains face notamment à des championnats européens et autres qui s'imposent et qui attirent l'engouement de la jeunesse africaine. Pourquoi le championnat local, on pourrait se poser la question, n'attire pas autant que les championnats étrangers? Donc c'est les questions qu'on peut légitimement se poser. Donc premièrement, quelle est aujourd'hui peut-être la place des championnats locaux africains face à la domination du football européen dans les médias? Donc c'est la question qu'on pourrait peut-être vous poser, Monsieur Soumari. En fait, à ce niveau, il faut dire que lorsque nous étions jeunes, on partait pour regarder le spectacle. Je prends un exemple. Nous, supporters de l'USMH, l'USM LRH, on partait pour voir Méziani. On se disait que c'est sûr que ce vendredi, Méziani va faire quelque chose au stade du 1er novembre qu'il n'a jamais fait. Et là, effectivement, on part et on revient satisfait. Maintenant, avec le football moderne, vous avez 11 techniciens sur le ballon qui savent tous manier la balle et le jeu est devenu de plus en plus stéréotypé. Et à la limite, il est devenu ennuyant. Ajoutez à cela, surtout en Afrique au sud du Sahara, il y a la fuite précoce des talents. Et dès qu'un talent émerge, vous le voyez un week-end, 2 week-ends sur le terrain. Et le 3e week-end, vous apprenez que voilà, il est parti dans un centre de formation d'un club européen. Et là, l'entraîneur est obligé de reprendre à zéro. Et il y a une dernière chose aussi, c'est la surmédiatisation des championnats européens. Il est vrai que lorsque nous étions jeunes, dans les années 80 et 90, il n'y avait pas cette surmédiatisation des championnats européens. On se bousculait pour voir les championnats européens, pour aller voir peut-être les performances de Assad à Mulhouse ou les performances de Madjer au Matra Racing, etc., etc. Mais là, c'était pas les championnats européens tout azimut. Donc, il n'y avait pas assez de concurrence à ce niveau. Et encore, voilà, je le redis, il y avait une équipe de 11 joueurs, mais il y avait 2 ou 3 joueurs qui émergeaient dans chaque équipe et qui, chaque week-end,
nous sortait quelque chose une chose à laquelle on ne s'attendait pas. Et donc là, ça a émerveillé le public et ça a poussé le public à revenir le week-end suivant pour venir voir ces matchs. J'ajouterai une toute dernière chose, c'est le fait que nous n'avons pas su transmettre cette flamme à nos enfants. Et c'est vrai, lorsqu'on était supporter d'un club, on l'était de père en fils ou de grand-père à père, de père à fils et de fils à enfant, etc., de génération en génération. Et malheureusement, cette flamme, elle n'existe plus. Et vous voyez, vous interrogerez des jeunes Africains sur leur propre championnat dans leur pays, ils ne pourront pas vous donner le nom de plus de 5 équipes. Et je trouve cela dommage. Ils sont là devant la télé, c'est la génération Z, ils sont là devant la télé, sur le téléphone, à parler des championnats européens, des équipes européennes, des joueurs européens. Ils s'attendent à ce que va faire Lamine Yamal ou bien Vinicius Junior ou bien Mbappé. Mais vous leur demanderez de vous citer le nom d'un joueur du championnat local, c'est compliqué. Justement, Monsieur Soumaré, vous avez évoqué un point important. Vous avez parlé de surmédiatisation des championnats européens. Est-ce qu'on peut dire effectivement que là, c'est le rôle des médias africains qui peut-être ne mettent pas assez en valeur les championnats africains, les joueurs africains. Donc, il y a un travail aussi à faire au niveau médiatique pour faire en sorte qu'il y ait une sorte d'équilibre ou pour mettre plus en valeur ou en avant les championnats locaux, mais aussi les joueurs locaux et les faire connaître à la jeunesse. Effectivement, Amel, vous avez touché du doigt un des problèmes. C'est que c'est vrai, nos championnats ne sont pas assez valorisés. C'est vrai que les radios locales en parlent, mais aujourd'hui aussi, il faut dire que cette génération Z n'est pas trop radio, elle est plutôt réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, là, il va falloir faire un travail de staff pour pouvoir équilibrer la donne. Et ces championnats européens, comme vous le dites, même au niveau des opérateurs téléphoniques, lorsqu'ils veulent faire de la publicité, ils vous disent prenez tant de gigas à tel moment pour pouvoir suivre tel match du championnat européen. Mais au niveau local, ça ne se passe pas. Donc, vous voyez des jeunes qui passent souvent devant nos stades, ici où se jouent les championnats, ils vous demandent mais qu'est-ce qu'il y a ici aujourd'hui? Voilà. Alors qu'ils peuvent vous détailler le programme de tous les championnats européens. Donc effectivement, à ce niveau, il y a un travail de staff énorme à faire au niveau de la presse africaine et aussi à aller plutôt vers les plateformes digitales pour pouvoir capter le maximum de personnes parce qu'on sait que les jeunes de moins de 30 ans constituent la majorité de la population du continent africain. Il y a lieu aussi peut-être de se poser la question sur le niveau technique, n'est-ce pas, Fouzi? Mohamed, effectivement, certains disent que les championnats locaux sont dévalorisés techniquement par rapport on parle techniquement, hein, on parle pas sur le plan financier, par rapport aux compétitions européennes. Vous en pensez quoi? Oui, c'est sûr que lorsque vous faites la comparaison, il n'y a pas de commune mesure. Mais comme je vous l'ai dit, à l'époque où on regardait le championnat à Alger là-bas, les joueurs restaient assez longtemps dans les clubs avant d'aller en Europe. Et maintenant, à 18 ans déjà, vous voyez des joueurs qui partent et c'est difficile pour les clubs de les retenir. Donc les entraîneurs sont là à tout moment à reprendre à zéro. Donc c'est une tâche qui n'est pas facile. Au maximum, la moyenne pour un joueur dans un club en Afrique, pour un bon joueur dans un club en Afrique, c'est une saison sportive. Donc après cette saison, il est parti, en tout cas de chez nous, les joueurs partent en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, en Europe, en Asie ou bien en Amérique latine. Donc là, c'est difficile aussi de les retenir compte tenu du contexte économique. Et s'ils gagnent 3 fois plus qu'ils ne gagnent ici, c'est difficile de le retenir. Donc il y a tout cela qui est mis en balance. Sinon, le travail technique se fait. Le travail technique se fait à la base. Et d'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de techniciens qu'à notre époque, du moins à l'époque où nous étions jeunes, où il y avait, comme je le disais tantôt, 11 joueurs sur le terrain, mais il n'y avait pas plus de 2 ou 3 artistes. Et là, je vous ai donné le nom de l'USMH où on se déplaçait pour aller voir Méziani, mais au niveau du MAD USND, là, on allait voir ce qu'allait faire Aït Elossine, Madière ou bien Maïch, paix à son âme. Voilà, donc c'est vraiment des équipes complémentaires,
mais avec 2 ou 3 joueurs qui émergeaient et qui nous émerveillaient, qui nous donnaient la satisfaction de revenir tout le temps. Vous parliez justement de départ, pour ne pas dire transfert, départ vers l'Europe. Maintenant qu'on aille d'Afrique de l'Ouest ou vers l'Afrique de l'Est ou bien sûr vers l'Afrique du Nord, du moment qu'il reste en Afrique, est-ce que, Mohamed Soumaré, est-ce qu'il y aurait matière à faire pour les fédérations pour imposer une stratégie pour retenir ces jeunes pépites-là? C'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui avec le contexte économique de retenir ces joueurs. Parce que ces joueurs aussi, il faut dire que la carrière d'un footballeur est assez limitée dans le temps. À partir de 28, 29, 30 ans, le joueur est sur le déclin. Et donc là, il doit faire sa vie durant une certaine période. Et si vous l'empêchez d'aller sous d'autres cieux pour progresser sur le plan technique et sur le plan financier, c'est compliqué. Maintenant, ce qui peut se faire, c'est que au niveau des différentes fédérations africaines, qu'il y ait un plaidoyer venant de l'État pour appuyer beaucoup plus les clubs et leur permettre de maintenir un peu plus leurs joueurs, au moins sur 2 ou 3 saisons sportives, le temps de préparer d'autres générations à venir. Parce que là, lorsque vous n'avez pas vos joueurs sur une demi-saison, c'est très compliqué de constituer une équipe et vous êtes tout le temps dans le recommencement, l'éternel recommencement. Là, à la limite, vous voyez beaucoup d'équipes africaines qui se présentent avec des joueurs dont la moyenne d'âge est 20-21 ans. C'est pas évident d'aller chercher des trophées. Alors, Monsieur Soumaré, on sait bien que la passion est là, le talent est là, l'Afrique est une terre de football. Mais par contre, souvent, les clubs africains font face à un problème majeur qui est celui du manque de moyens. Alors, selon vous, le problème vient-il surtout du financement public, du sponsoring privé qui reste insuffisant, ou bien c'est tout simplement une mauvaise gestion interne des clubs? Oui, là, on peut intégrer les différents éléments dont vous avez parlé, Emel. Mais le plus souvent, les clubs traditionnels n'ont pas su se refaire. C'est-à-dire n'ont pas su s'adapter, n'ont pas su changer de paradigme et s'adapter au nouveau contexte économique du sport. Le sport aujourd'hui, les clubs, normalement la porte d'entrée des clubs doit être le marketing. Le marketing et la communication. Et malheureusement, jusqu'à présent, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, ça, ce sont des cas isolés que je prends. Et là, ce sont des mécènes qui viennent avec leur argent, qui déboursent leur argent et qui attendent d'être remboursés lorsque le club fait des rentrées. Et là, jusqu'à quel niveau? Et lorsque le mécène a des problèmes, ou bien lorsqu'il n'y a pas de mécène et le club tombe en chute libre. Vous voyez le cas du tout-puissant Mazembe qui est un cas assez illustrant. Le monsieur, c'est vrai que là, il déboursait pas mal d'argent, tout venait de ses entreprises et autres. Il a suffi qu'il ait des problèmes à d'autres niveaux dont on ne va pas parler ici, pour que le club se retrouve dans cette situation et qu'il ne puisse même pas se qualifier pour les compétitions africaines de club. Le Oroya de Conakry aussi a connu la même traversée du désert en un moment. Maintenant, il commence à revenir. Et donc, c'est pour dire qu'à ce niveau, là, il n'y a pas eu de changement de paradigme. Et donc, il va falloir qu'on intègre beaucoup plus les outils de management du sport pour pouvoir avancer. Et voilà. Vous avez parlé aussi du manque d'appui au niveau des politiques publiques. Tout à fait, oui. Il est évident parce que on le voit, lorsque les clubs performaient à un certain niveau, c'est que derrière aussi, il y avait un soutien. Maintenant, si ce soutien n'existe plus, si au niveau du privé aussi, là, il n'y a pas de politique incitative pour amener les entreprises vers les clubs, ça devient assez compliqué. Et là, les clubs sont laissés à eux-mêmes, ils sont dans les mains des mécènes. Et le mécène, le plus souvent, c'est un passionné. Et il peut financer jusqu'à hauteur de sa poche, ou bien, là où sa passion va l'amener, si sa passion s'arrête à un certain niveau, c'est sûr que son financement aussi va s'arrêter. Et ça devient compliqué. Le club dépendra trop de la personne. Et je pense qu'au niveau du management du sport, c'est pas une bonne politique. Oui, justement, alors en parlant des clubs africains, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a certains clubs, les géants du continent, comme notamment Al-Ahli, l'Espérance de Tunis ou encore le Sundowns, qui font de l'ombre aux autres clubs? Alors, quelle est justement leur place pour ces clubs africains un petit peu défavorisés par rapport à ces ténors du continent? Oui, c'est vrai que Al-Ahli, Zamalek, Mamelodi, et maintenant il y a les clubs tanzaniens qui rentrent dans la danse, comme Simba et Young Africans. Et
Et c'est vrai qu'ils font figure d'ogre avec, il y a aussi de l'autre côté aussi la Renaissance Berkane. Ils font figure d'ogre. Et là, en fin de saison, le plus souvent à la fin du championnat, ils viennent dans vos clubs, ils vous prennent vos meilleurs joueurs. Et comme c'est la politique du donner, du recevoir, malheureusement, c'est difficile. C'est difficile à contrer. Mais je pense que les clubs africains doivent beaucoup plus se structurer pour essayer de planifier, d'avoir un plan sur un certain nombre d'années, de planifier des choses sur un certain nombre d'années et permettre de retenir les meilleurs joueurs pendant un certain temps. On a vu c'est possible parce que il y a actuellement des académies qui se créent, notamment chez nous au Mali, qui sont affiliés à des clubs européens. Et ces clubs européens ont la mainmise sur les meilleurs joueurs de ces académies. Donc, c'est des joueurs qui sortent tôt. Mais cela, avec le temps, je pense qu'il va falloir le réguler et laisser le temps à ces académies de progresser, de devenir des clubs, de s'imposer. Et ensuite, peut-être laisser les joueurs aller en Europe. Et tout dépend de la politique que vous proposez aux jeunes. Parce que ce qui se passe ici encore est un peu plus grave. Lorsque vous empêchez un jeune de partir, vous avez toute l'opinion publique derrière vous, vous avez tout le monde sur le dos, et il va partir contre vents et marées, et finalement, vous serez obligé d'envoyer le CIT et de vous contenter de broutilles. Donc, je pense qu'à la lumière de tout cela, il va falloir réorganiser à ce niveau, prendre en compte les outils de management du sport, comme je l'ai dit, et aussi se battre. C'est vrai que les forces sont inégales, mais continuer à se battre pour atteindre un certain niveau. Mohamed Soumaré, vous parliez de structure, de formation, de financement. Il y a des clubs comme historiques, vous le disiez, l'Ahli, l'Espérance de Tunis, plus récemment, et peut-être c'est le meilleur modèle, on en parlait tout à l'heure en début d'émission, le FC Pyramide. Est-ce que la Confédération africaine de football ne devrait pas s'appuyer sur les structures managériales de ces formations, sachant que nous avons un continent interminable en termes de superficie et qui pourrait, pour chaque zone, pourquoi pas créer des zones pour pouvoir consolider ces efforts-là de financement, de compétences. Oui, je pense que la Confédération africaine de football peut donner des directives. Maintenant, l'implémentation de ces directives aussi appartiendra aux différentes associations nationales et aux différents clubs. Et vous avez parlé de la création des zones. C'est vrai que ces zones-là existent. Et d'ailleurs, pour revenir à la Confédération africaine de football, on a vu cette année, il y a eu un record de participation au niveau des compétitions africaines des clubs parce qu'il y avait une certaine manne financière au bout de la chose. Les clubs qui sont éliminés au niveau de la phase préliminaire bénéficient de $100 000. Je pense que là, c'est déjà quelque chose. Ça va permettre de se restructurer. Mais Fawzi, je vous le dis, le problème est encore beaucoup plus profond. C'est-à-dire que ce sont des clubs dans lesquels les gens ont injecté de l'argent. Ils ont injecté pas mal d'argent. Il y a des personnes même qui se sont appauvries par passion pour soutenir le club. Et lorsque le club gagne un peu, eh ben, il se donne le droit de prendre ce qui appartient au club. Et là, c'est toujours aussi un éternel recommencement. Donc, il va falloir peut-être un suivi au niveau des politiques publiques, au niveau des différentes fédérations pour permettre au club de se restructurer, de faire du marketing et de la communication la porte d'entrée du club, de partir de cela pour pouvoir faire des budgets prévisionnels, pour pouvoir faire des suivis et pour pouvoir avoir des structures assez solides. Eh bien, nous allons suivre ces championnats locaux durant cette saison 25-26, saison bien sûr décisive avant la Coupe du Monde. Merci beaucoup Mohamed pour cet éclairage. Un sujet sur les championnats locaux et les clubs africains qui restent brûlants. Nous passons dès à présent à notre focus du jour. Focus Zone. Le Focus Zone, nous mettons en lumière un événement, un athlète ou une discipline
une fois par semaine dans notre émission. Aujourd'hui, nous allons parler basketball et la performance du club libyen d'El Ahly de Tripoli qui a décroché la médaille de bronze à l'International FIBA Cup 2025 en battant les Brésiliens de Flamengo sur le score de 91 à 82. Une performance historique puisque c'est la première fois qu'une formation africaine monte sur le podium de cette compétition. Jamais un club africain n'avait réalisé une telle perf. Les Libyens ne l'ont pas volé. Ils ont battu une grosse équipe brésilienne. Collectivement, elle a limité ses pertes de balles, a dominé au rebond offensif. Un vrai signe de maturité. Les Tripolitains, d'ailleurs, l'ont fait avec autorité, une solidarité défensive à toute épreuve, intensité physique, maîtrise du rebond et une attaque rapide qui a usé leur adversaire. Sous la houlette de leur entraîneur serbe Ivan Jermic, les Libyens ont montré une vraie identité collective capable de tenir le rythme face à des formations habituées à du très haut niveau. Mais cette médaille de bronze ne sort pas de nulle part. El Ahly est un monument, faut-il le rappeler, du sport libyen. Un club fondé en 1950, multiple champion national, qui avait déjà frappé un grand coup cette année pour remporter la Basketball Africa League 2025. Et justement, pour parler de cet exploit qui n'est pas des moindres, nous avons contacté Ali Bouziane, qui est le sélectionneur de l'équipe algérienne masculine de basketball, pour nous livrer ses impressions sur ce parcours du club. Donc, je vous propose de l'écouter. Ces propos ont été recueillis par toi, Fouzi Mrad. Gagner la balle, c'est un peu plus parlant que de gagner la Coupe intercontinentale. Et c'est là où je dis que quand même, pour juger le niveau d'un championnat, il faut quand même un peu de longueur, un peu de consistance. Et c'est vrai que la balle est un bon exemple et un bon modèle pour l'avenir du basket africain ou du Moyen-Orient. Le club libyen, il performe depuis quelques années sur la scène continentale, donc africaine, et là, la Coupe intercontinentale. Moi, j'ai envie de dire, le jour où on aura des championnats Libye ou Arabie Saoudite ou Tunisie ou qu'importe, avec de l'homogénéité, c'est-à-dire à savoir qu'il y a 10 équipes qui peuvent gagner le championnat et non pas une ou deux, comme c'est le cas actuellement, parce que ce sont les budgets qui font la différence. Le jour où on aura des championnats très homogènes, là on pourra dire qu'il y a eu une grande avancée. Mais là, les niveaux dépendent beaucoup quand même des budgets, dépendent beaucoup d'investisseurs, de personnes, et non pas d'une structuration ou d'un modèle qui est clair, mis à part la balle, qui commence vraiment à être un modèle, je trouve, assez consistant, assez persistant. Et d'ailleurs, c'est bien qu'il y ait la balle comme locomotive pour le reste du basket africain et Moyen-Orient. Mohamed Soumaré, on le disait en off, il n'y a pas que le football dans la vie. La performance du club libyen, elle pourrait dénoter quoi? Oui, là, je pense que c'est pas étonnant. Du côté de El Ahly, j'ai eu la chance de suivre cette équipe depuis les préliminaires de la balle qui sont joués à Tripoli, où ils avaient dominé le stade malien et Kriol Sar. Et aussi, ils avaient été champions de la Road to Ball à Abidjan. Et en finale, ils étaient même face au stade malien. Donc, je les ai vus ensuite durant la phase conférence et la phase finale aussi. C'est une équipe qui a performé, qui a remporté la balle et c'était pas du tout étonnant au vu de son effectif et de son encadrement technique. Vous avez vu, le meilleur joueur d'ailleurs de la balle a été l'international sénégalais Jean-Jacques Boissy. Il y avait des joueurs comme Ivan Almeida et le Cubain Romero dans cette équipe. Donc, franchement, en continuant comme cela, c'est sûr que El Ahly risquera de prendre pas mal de trophées sur le continent. Éclairage avisé sur le football et sur le basket, Mohamed Soumaré. On passe tout de suite à la revue Express et un éclairage sur les titres phares de l'actualité sportive africaine avec vous, Amel. L'agenda de la zone.
Alors Fouzi Mrad, on a fait un petit tour d'horizon de la presse africaine, notamment s'agissant de l'actualité sportive, et quelques titres ont retenu notre attention, notamment celui d'Actu Cameroun, qui s'inquiète et qui se pose beaucoup de questions sur l'avenir de la sélection camerounaise, notamment lors des éliminatoires pour le Mondial 2026 qui approche à grands pas. Alors dans cet article d'Actu Cameroun, on se pose énormément de questions. Après leur dernière apparition au Qatar en 2022, les Lions indomptables jouent gros dans les éliminatoires du Mondial 2026. Le calendrier ne laisse aucune marge d'erreur à l'équipe de Marc Brice. Toujours selon l'article d'Actu Cameroun, le 8 octobre, le Cameroun se déplacera à Maurice, un déplacement toujours piégeux pour une sélection historiquement en difficulté hors de ses bases. La victoire sera impérative avant de terminer par un choc à Yaoundé face à l'Angola. Et l'article termine en soulignant que même un sans faute pourrait ne pas suffire. Les Camerounais devront aussi espérer un faux pas du Cap-Vert actuel, maître du groupe. Autre titre d'actualité qui a retenu notre attention, Kigali 2025 et bien sûr les mondiaux de cyclisme. L'Afrique entre dans l'histoire du cyclisme mondial. C'est le titre du site d'information All Africa. Pour la première fois, les championnats du monde sur route se sont tenus en Afrique du 21 au 28 septembre sur les routes exigeantes du Rwanda. Junior, U23 et Élite se sont affrontés pour décrocher le maillot arc-en-ciel. L'événement a consacré l'essor du cyclisme africain, souligne All Africa, soutenu par la stratégie Afrique 2025 et marqué une avancée historique avec l'introduction d'une course femme U23 plus qu'une compétition. Kigali 2025, c'est aussi un symbole de l'émergence d'un continent sur la scène mondiale du cyclisme. Et pour finir ce tour d'horizon, on va parler de basketball, votre sport ou ton sport de prédilection, Fouzi Mrad. Développement du sport. Oui, voilà, on en parlait justement il y a quelques instants. Le basketball africain est en pleine émergence, donc la jeunesse au cœur des priorités, avec titre le site électronique Africa 24. L'article souligne qu'avec un essor visible à l'international, la Basketball Africa League continue de multiplier les partenariats en vue de promouvoir justement les talents africains en date du renforcement de la collaboration qui vise à donner une meilleure visibilité aux jeunes basketteurs, les rendre autonomes en développant leurs capacités financières. Fouzi Mrad. On passe tout de suite à l'agenda de la zone. L'agenda de la zone. Agenda de la zone consacré aux dates, aux événements sportifs à suivre durant cette semaine, Amel. Et le calendrier est assez chargé. On va commencer par cette rencontre qui attend les passionnés de ballon rond ce vendredi 3 octobre entre le Ghana et la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro en finale de l'UFOA U17. Alors l'UFOA U17, c'est un tournoi qualificatif à la CAN 2025 pour la catégorie des U17. Petit rappel, le Ghana a battu le Nigeria 2-0. La Côte d'Ivoire s'est imposée face au Burkina Faso 2-1. Et autre bonne nouvelle pour ces deux équipes, outre la qualification en finale, elles sont qualifiées à la CAN 2026 de la catégorie. Fouzi. 10 nations africaines participent à la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, en Guinée-Bissau. Cette édition prévue du 2 au 5 octobre regroupera les sélections nationales de Guinée-Bissau, du Mali, du Togo, du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la Guinée, du Burkina Faso et du Niger, répartis en 2 poules de 5 équipes. Le match d'ouverture est prévu le jeudi 2 octobre et opposera la Guinée-Bissau au Sénégal. Et vous pourrez suivre aussi cette semaine la suite de la Coupe du Monde du vin qui se déroule au Chili du 27 ou qui se poursuit au Chili du 27 septembre au 19 octobre. 4 sélections africaines en lice, Nigeria, Égypte, Maroc, Afrique du Sud. Le Ghana reste le seul vainqueur africain sacré en 2009. Fouzi, on terminera peut-être par les éliminatoires du Mondial 2026 ? Les éliminatoires, effectivement, du Mondial 2026 qui vont focaliser toute l'attention des suiveurs puisque la 9e et 10e journée sont programmées l'une après l'autre et vont être décisives pour connaître les 9 premiers définitifs. Bien sûr, il y a eu déjà la Tunisie et le Maroc. Les 9 premiers leaders
leaders qualifiés directement pour la phase finale du mondial. Donc la reprise est prévue pour le 8 octobre. De belles affiches vous attendent, telles que Libye-Cap-Vert. Les Cabo-Verdes sont en lice pour la qualif. Maurice-Cameroun, le choc Sierra Leone-Burkina Faso, un certain Tchad-Mali. Un groupe pas simple, Mohamed Soumaré, très resserré. Même le Ghana, vous l'avez rappelé, qui a déjà distancé le Mali. Donc les Maliens ne peuvent être que seconds. Comment expliquer ce renivellement des niveaux de pas mal de nations africaines? Oui, c'est vrai qu'au niveau des nations africaines, le plus souvent, la différence se fait au niveau de l'organisation d'abord. C'est-à-dire bien avant la CAN, il y avait eu des matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Et là, le Mali avait battu le Tchad à domicile, un nul contre la République centrafricaine à domicile, ce qui avait suscité pas mal de remous. Et après la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu cette défaite contre le Ghana à domicile et ce nul contre Madagascar en Afrique du Sud. Donc dès là, l'affaire était mal embarquée. Et d'ailleurs, c'est ce qui a entraîné le départ d'Éric Schell. Et juste après, Tom Saintfiet, qui a repris les choses en main, n'a pas fait mieux qu'une victoire contre les Comores et un nul contre la République centrafricaine. Et ensuite, une victoire encore contre les Comores et une défaite contre le Ghana. Donc là, les choses paraissent mal embarquées. Il y a eu des remous au niveau de l'effectif, de l'encadrement technique. Ça a créé pas mal de problèmes entre la fédération aussi et puis différentes entités ici au niveau du football. Et vous savez, la Vox Populi aussi s'en est mêlée. Quand il n'y a pas de résultat, ça grogne. Donc vous voyez un peu dans quelle ambiance les Aigles ont évolué durant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Merci beaucoup Mohamed Soumaré. Ce sera le mot de la fin. Nous vous remercions d'avoir bien voulu accepter notre invitation pour cette grande première de Zone Mixte, l'émission qui passe en revue toute l'actualité sportive africaine. Merci beaucoup Mohamed Soumaré. Je vous en prie, je vous remercie vous, Fauzi et Amel, et merci à vous. Ainsi que tous les auditeurs. Et je dis un bonjour à toute l'Algérie. Et vous connaissez mon lien avec l'Algérie, là, je n'en dis pas plus. Mohamed Soumaré, un fidèle de Radio Ifriqiya FM et qui nous sera fidèle, on l'espère, à l'avenir. Dans notre émission Zone Mixte. Merci beaucoup Mohamed Soumaré. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif et que vous étiez avec nous depuis Bamako. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Voilà, c'est la fin. C'est déjà la fin. C'est déjà la fin, c'est passé vite. On peut déjà souhaiter bonne chance aux équipes pour toutes ces compétitions, toutes les disciplines. Toutes nos équipes africaines, toutes nos sélections de football qui seront en lice dans quelques jours à pied d'œuvre pour les éliminatoires du mondial. Merci Amel de m'avoir accompagné pour cette grande première. Merci à toi Fouzi, très passionnant tout comme le sport africain et puis on espère se retrouver très vite pour parler des autres compétitions. Très vite, dans une semaine. Heureux d'avoir développé l'actualité sportive africaine. C'était Zone Mixte. Voilà, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro. Bye bye. À bientôt.